Bonjour, bienvenue à cette deuxième partie de la journée du 5e symposium sur le transfert des connaissances en éducation. Merci beaucoup d'être là. On espère que vous avez apprécié l'heure du lunch, que vous en avez profité pour discuter, réseauter, parler des rencontres de cet avant-midi. Je suis très fière de vous présenter cet après-midi la première conférence de cette deuxième partie de la journée, la conférence qui porte le titre de « Rôle clé du sentiment de cohérence en contexte de crise ». Et pour faire cette présentation-là, j'accueille Mélissa Généreux. Je vous la présente en quelques mots. Mélissa est spécialiste en santé publique, professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke. Elle a été directrice de la santé publique de l'Estrie pendant 6 ans. Elle a coordonné le programme de santé d'Ouranos et elle est médecin-conseil pour la direction de la santé publique de l'Estrie. Une grande partie de son expérience terrain provient du rôle qu'elle a joué à la fois pendant la tragédie ferroviaire du lac Mégantic en 2013, pendant les feux de Fort McMurray en 2016, pendant les inondations qu'on a vécues au Québec en 2017 et en 2019. Elle a aussi été très présente pendant la COVID-19 et elle a participé à l'implantation d'un réseau d'éclaireurs en santé psychologique. Actuellement, elle dirige une étude sur les conséquences socio-sanitaires des inondations et une autre sur la réponse psychologique et comportementale à la pandémie de la COVID-19. En plus de tout ça, j'ajoute une petite touche. Elle est une citoyenne engagée, très engagée, et j'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous retrouve pour la période de questions. Merci beaucoup. Le micro fonctionne bien? Oui, c'est excellent. Et une citoyenne engagée, mais aussi, je me suis dit que j'allais vous le dire parce qu'il y a un état d'esprit quand même assez particulier qui m'envahit en ce moment. Je suis aussi une maman engagée, une belle maman. Puis mon beau-fils, c'est un peu particulier, 14 ans, Evan, au moment où on se parle, débute sa greffe de moelle osseuse pour une leucémie. Donc, je ne fais pas ça pour attirer la pitié, mais juste pour vous dire que je suis un petit peu... nerveuse et préoccupée, donc je ne regarderai pas mes textos, j'ai avisé mon conjoint, mais c'est un moment particulier, donc si vous voulez même avoir une petite pensée pour Evan, on sait que ça va bien se passer, mais je suis sûre qu'il apprécierait. Puis ça me permet peut-être de faire le lien aussi avec le fait que là, je vais vous parler de crise d'envergure mondiale ou qui touche des communautés tout entières, mais je pense que les apprentissages qu'on en a tirés s'appliquent tout aussi bien aux crises qui sont peut-être plus d'envergure personnelle ou familiale. Je suis en train de tester depuis plusieurs mois un peu tous ces concepts-là et je vous confirme que le sentiment de cohérence peut jouer un rôle clé aussi pour le type de crise qu'on traverse. Donc, je vous invite un peu à faire ce parallèle-là pour différentes situations que des enfants ou des familles ou des membres du personnel peuvent vivre aussi. Donc, dans la présentation, je vais juste revenir quand même un peu sur ce qu'on sait là, du contexte de crise et des liens que ça peut avoir sur la santé psychologique. Je vais regarder avec vous certaines données. Je pourrais vous en parler des heures. Là, on m'appelle souvent Madame Enquête ou Madame Sondage parce que, comme médecin de santé publique, j'aime pouvoir documenter une situation à l'échelle des populations. Donc, je vais vous présenter quelques données, mais surtout, dites-vous qu'il y a plusieurs diapos sur lesquels je vais passer assez vite, mais que vous pourrez regarder à tête reposée un petit peu plus tard. Donc, si je vais trop vite, je m'en excuse, mais c'est pour vraiment qu'on se donne le temps de regarder aussi ce qu'on peut faire avec ça. Donc, vous allez voir qu'on va parler SOC, c'est Sense of Coherence, sentiment de cohérence. Donc, son petit nom, c'est le SOC, ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon. Donc, comment on peut travailler ce sentiment de cohérence-là? Et est-ce qu'on n'a pas des petits exemples concrets? Et moi, beaucoup de mon expérience, comme on le disait, vient des apprentissages à la suite de une des grandes crises qui a touché le Québec, à savoir la tragédie du lac Mégantic. Donc, si le temps le permet, j'irai vers des exemples concrets ou sinon lors de la période de questions. Donc, le contexte de crise, des fois, le monde dit que quand on parle de catastrophe, est-ce que c'est pas un peu exagéré? C'est la pandémie, c'est pas exagéré. Le mot catastrophe, ou en anglais, on va plus parler de disaster, c'est tout type d'événement qui va être assez perturbateur pour venir vraiment altérer le fonctionnement normal d'une communauté ou d'une société. Donc, on peut avoir des catastrophes à l'échelle mondiale, comme la pandémie, mais aussi des catastrophes plus locales, comme la tragédie de Mégantic, des grandes inondations, les feux de Fort McMurray. Donc,
je vous donne ici certaines images, mais pour moi, ce qui est important de vous passer comme message, c'est que même si on parle d'événements complètement différents, il y a quand même une science derrière, et même les guerres, les attentats terroristes peuvent rentrer dans le concept de catastrophe causée par l'humain. Et tout ça, ça a un lien parce qu'au bout du compte, peu importe l'origine du mal ou de la crise, ça va à peu près dans tous les coups engendrer des impacts assez importants au niveau de la réaction psychologique ou émotionnelle de la population qui est affectée. Ça peut être, comme je dis, toute une planète comme une communauté très locale, mais ce qu'il faut retenir ici, j'aime beaucoup cette figure-là parce qu'en une image, on voit bien que les réactions émotionnelles peuvent, en moyenne, même être un petit peu plus élevées qu'au point de départ au début d'une crise. On l'a vu avec la pandémie, beaucoup de cohésion au départ, beaucoup d'espoir, d'optimisme. Puis après ça, on s'attend, c'est normal qu'il y ait un certain effritement, une fatigue, une accumulation de stress et de pertes. Donc, c'est plus dans les mois qui suivent là, qu'on va voir cette baisse d'énergie ou baisse de l'état émotionnel, et c'est tout à fait normal, c'est pas nécessairement pathologique. Et ce qu'on voit dans la figure, c'est aussi la remontée. La remontée, elle est progressive. Et puis là, avec la pandémie, c'est toujours un petit peu difficile de dire quand est-ce qu'on s'est mis à remonter. En fait, quand est-ce qu'on a arrêté de descendre? Est-ce qu'on en a encore pour des mois, des années? Je vous dirais que chaque personne réagit différemment, mais qu'en moyenne, il y a la pandémie en tant que telle, mais il y a l'après-pandémie avec le contexte de crise du logement, d'inflation, manque de main-d'œuvre, donc manque d'accès à plusieurs ressources. Donc, il y a quand même notre univers post-pandémique qui n'est pas tout à fait le même que ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce qu'on appelle un peu des stresseurs secondaires à la crise, on peut anticiper que les impacts sur notre santé psychologique en général pourraient perdurer un petit peu plus longtemps dans le temps. Et ça, ça, l'histoire nous le dira. Puis, autre petit point, sans que je lise tout ce qui est écrit, je voulais quand même que vous sachiez qu'on a beaucoup tendance à parler catastrophe, crise, égale trauma, égale stress post-traumatique. Oui, c'est sûr que c'est plus facile d'étudier ça parce que vous comprenez que si les gens, dans une étude, nous disent qu'ils font des cauchemars et récurrents par rapport à un train qui est en feu, c'est assez facile de voir le lien avec l'événement traumatique auquel ils ont été exposés. Mais ce qu'on a tendance des fois à sous-estimer, c'est qu'il peut y avoir plusieurs autres enjeux un peu plus insidieux, de l'anxiété un peu plus présente, une déprime plus présente, de l'insomnie, irritabilité, détresse psychologique. Il peut y avoir des enjeux de consommation de substances aussi, tranquillement, qui s'installent. On boit un peu plus d'alcool, on consomme différentes substances pour un peu étouffer ce malaise-là. Et il y a même des symptômes somatiques. Ça, c'est des gens qui vont se mettre à avoir mal au ventre, mal à la tête, mal au dos. Puis, on a beau faire tous les tests possibles, on ne trouve pas vraiment ce qui explique ça. Et souvent, on va dire que c'est d'une origine un peu plus psychologique. Donc, c'est tout ça à quoi on fait référence lorsqu'on parle d'impacts psychosociaux des crises. Et quand même, il ne faut pas penser que tout le monde va être affecté. T'sais, grosso modo, peu importe le type de crise, sur 100% de population, il y en a à peu près 3 sur 4 qui, somme toute, vont quand même bien s'en sortir. Là, ils vont peut-être avoir des petites vaguettes de déprimes très passagères, mais sans plus. Je pense qu'à peu près tout le monde, ça nous est arrivé de toute façon, notamment avec la pandémie. Et il y a juste un 3-4% de gens chez qui ça va être vraiment très grave, de niveau quand même assez pathologique, invalidant et tout ça. Alors que le 15-20%, moi, c'est plus de ces personnes-là que je parle, des gens qui ne sont pas nécessairement complètement incapables de fonctionner ou complètement atteints, incapables là, de remplir leurs différentes obligations, mais qui, quand même, ont un état émotionnel ou psychologique qui n'est pas aussi bon qu'avant la crise. Donc, il faut vraiment ici qu'on fasse la nuance. On ne parle pas de gens malades nécessairement, mais des gens qu'on pourrait aider à aller mieux. Et quand je parle de gens, je parle pas juste de ce qu'on, des fois, on va appeler les victimes ou les sinistrés. Ça, on a vraiment tendance, on l'a vu aussi avec la tragédie du service de garde à Laval, où on l'a vu, c'était quoi l'autre affaire? Le camion qui a foncé, mon Dieu, dans le bas du fleuve. J'ai déjà oublié le nom. Amkoui, oui, excusez, hein, c'est bon. Je savais, mais je l'avais oublié. Bref, ça, c'est le genre d'événements ou des crises très locales où on va dire que ces personnes-là qui ont été directement témoins, victimes ou qui ont perdu un proche, évidemment, on va penser à ces personnes-là, mais il faut penser à l'ensemble de la communauté qui a vécu ça, qui peut se sentir moins en sécurité, il y a comme quelque chose de complètement incohérent qui vient de se passer, pour lequel c'est difficile de donner un sens. Donc, le spectre de gens qui peuvent être touchés par une catastrophe ou une crise plus locale est beaucoup plus grand habituellement que ce à quoi on peut penser initialement.
Puis, la raison aussi pour laquelle le spectre de gens touchés est plus grand qu'on le pense et que la durée des effets peut être plus longue qu'on pense, c'est que faut pas juste penser aux stresseurs primaires qui sont directement liés à l'événement. Donc, il y a quelque chose de grave qui est arrivé, il y a des humains qui sont décédés, il y a des maisons qui ont été complètement détruites. Donc, ça, c'est les stress primaires liés à l'événement. Mais après ça, il y a tout ce qui est le stress secondaire. Donc, tout ce qui arrive après l'événement, mais qui ne serait pas arrivé si cet événement-là n'était pas arrivé. Donc, un peu ce que je disais tantôt pour la pandémie, les différentes crises qu'on connaît aujourd'hui qui, bon, je ne suis pas spécialiste, mais on peut penser que ça ne serait peut-être pas arrivé de la même façon, avec la même intensité s'il n'y avait pas eu la pandémie. À Lac-Mégantic, bien, tout ce qui est reconstruction de la ville, on fait une voie de contournement ou pas, il y a une série mégantique qui vient raconter notre histoire. Tout ça, c'est des événements qui arrivent après, qui viennent rajouter une couche de stress pour certaines personnes. Donc, ça, c'est un peu la mise en bouche là, pour parler un peu du contexte de crise et pourquoi c'est d'intérêt même pour la santé publique. Puis quand je dis santé publique, c'est pas la santé de la population et le bien-être pour lequel on a tous un rôle à jouer, évidemment, pas juste les acteurs de santé publique. Mais je veux quand même aussi pas qu'on retienne que tout dépend des crises parce que, qu'on se le dise, si on vient un peu à notre population, autant adulte que jeune, il y a plein d'indices qui montraient que la santé psychologique était déjà un enjeu de population avant la pandémie. Là, je ne parle pas juste des endroits, des communautés ciblées comme Mégantic, mais à l'échelle du Québec, on voit, ça rentrait dans les détails, que quand on compare des enquêtes, celle-là, c'était 2008 versus 2014-2015, il y avait déjà plus de gens qui témoignaient d'une détresse psychologique dans la population adulte. Donc, nous, c'était quelque chose qu'on commençait à regarder et se disait, ouf, est-ce que ça ne va pas devenir une de nos priorités en santé publique, plutôt que de mettre beaucoup l'accent sur les maladies chroniques, par exemple, comme diabète, maladies cardiovasculaires. Chez nos jeunes aussi, ça m'avait beaucoup touchée. On a l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire. Là, probablement que plusieurs d'entre vous la connaissez. Et on avait demandé aux jeunes, c'était 2010-2011 et 2016-2017. Donc, quand même un espace d'à peu près 6 ans entre les deux. Et déjà là, on avait des indices, selon les jeunes, comme quoi ils allaient moins bien. Donc, ils étaient plus nombreux à dire qu'ils avaient reçu un diagnostic de troubles anxieux ou dépressifs, de TDAH, de troubles aussi alimentaires. Donc, autant chez nos jeunes filles que chez nos jeunes garçons, il y avait un phénomène qui nous inquiétait. Donc, on partait avec une base qu'on n'expliquera peut-être pas aujourd'hui, là, pour plusieurs raisons, là, qui faisaient en sorte que nos jeunes étaient déjà un petit peu plus à risque, si on veut. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé d'abord, pendant la pandémie, de monter une enquête que, bon, je vais l'appeler l'enquête québécoise sur la réponse psychologique à la pandémie. Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais vous allez voir, je me sentais un peu obligée d'en parler parce que c'est ce qui a mis en lumière l'importance, le rôle clé du sentiment de cohérence. Donc, c'est un petit peu ça que je veux passer comme message ici. Mais en gros, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est simplement mesurer la santé psychologique chez les adultes, donc chez les 18 ans ou plus, un petit peu partout au Québec. On a regardé des symptômes d'anxiété. Je le répète, ce n'était pas des diagnostics, c'est vraiment les symptômes qu'un médecin ou un psychologue pourrait examiner pour voir si vous êtes à risque d'un trouble anxieux. Mais les gens peuvent nous rapporter plusieurs symptômes, mais quand même être tout à fait fonctionnels. Donc, c'était plus pour voir un peu le niveau émotionnel, comme je disais. Et on a fait la même chose pour la dépression. Donc, vous pourrez les regarder à tête reposée si vous êtes intéressés, mais c'est 9 différents symptômes qu'on regarde. Ça nous permet de calculer une échelle, un score de symptômes de dépression et un score de symptômes d'anxiété pour essayer de déterminer qui atteint un certain seuil. J'y viens à cette diapo-là. Donc, un certain seuil qu'on appelle des symptômes modérés à sévères, soit d'anxiété, soit de dépression. Donc, vous pourrez aller lire là-dessus si vous êtes intéressé, mais pour nos échelles, les gens devaient avoir un score de 10 ou plus. Ce que ça veut dire, 10 ou plus, c'est d'avoir au moins 5 symptômes parmi les 7 symptômes d'anxiété ou au moins 5 symptômes parmi les 9 symptômes de dépression. Et ces symptômes-là, dans les 2 dernières semaines, devaient être présents au moins un jour sur 2. Donc, plus que la moitié du temps. Donc, vous voyez quand même, là, c'est pas, quand je vais vous parler de pourcentage de gens avec des symptômes d'anxiété ou de dépression, on parle pas juste une mauvaise passe, une soirée. Là, il y avait quand même quelque chose d'assez continu dans le temps, puis avec plusieurs symptômes à la fois. Donc, en gros, c'est là qu'on l'a mesuré plusieurs fois, mais dans nos données les plus récentes, parce qu'après ça, on a arrêté de le mesurer. À l'automne 2021, on voyait qu'encore chez nos 18 ans ou plus, il y avait vraiment beaucoup de gens, à peu près là, 1 sur 5, qui rapportaient des symptômes soit d'anxiété ou soit de dépression. Mais puis on l'a mesuré vraiment à plusieurs temps. Puis en gros, le graphique ici, ce qu'il vous dit, c'est que dès le début de la pandémie jusqu'à
la fin octobre 2021, on était toujours à peu près dans ces eaux-là, à peu près un adulte sur 5. C'est pas des études qu'on faisait avant la pandémie, donc souvent les gens disent « peux-tu nous prouver à quel point ça s'est détérioré ?» Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, mais on ressentait peut-être moins le besoin comme société de faire ce genre d'enquête-là avant, donc on n'a pas tant de points de comparaison. Le heureusement, c'est que je pense qu'on a pris conscience qu'on a besoin de mieux suivre l'état de santé psychologique de notre population et je suis pas mal certaine qu'à partir de maintenant, pandémie ou pas, on va suivre ça de plus près. Mais où est-ce que ça m'a beaucoup accroché, puis là, vous allez voir le lien avec l'enquête qu'on a fait chez les jeunes, c'est quand on s'est mis à décortiquer selon les groupes d'âge. Et là, on a vu que l'anxiété ou la dépression, toujours là, des symptômes modérés à sévères, décortiqués par groupe d'âge, étaient vivement plus élevés chez nos 18 à 24 ans. On est là à peu près à 4 sur 10 en octobre 2021 des 18-24 ans qui nous rapportaient des symptômes modérés à sévères d'anxiété ou de dépression. Et même au niveau des idées noires, les idées noires, dans le fond, la question mot pour mot, c'est au cours des 2 dernières semaines, as-tu pensé que tu serais mieux mort ou as-tu pensé à te faire du mal? Dès que les gens nous disaient « oui, j'y ai pensé », bon, vous comprenez qu'on classait ça comme des idées noires, pardon. Puis on a eu une autre question qui était « au cours des 12 derniers mois, as-tu songé sérieusement à te suicider ?» Elle est un petit peu plus intense là, en termes de risque suicidaire. Et à cette question-là, sur le risque suicidaire, on avait 11 % de nos jeunes qui disaient « dans les 12 derniers mois, j'ai pensé sérieusement à me suicider ». Et ça, on voit que c'est plus intense dans ce groupe d'âge-là. Et par rapport à d'autres enquêtes avant la pandémie, il y avait nettement une augmentation. Donc, tout ça pour dire qu'on s'est dit, est-ce que c'est vraiment à 18 ans que les jeunes se mettent à moins bien aller ou est-ce que c'est aussi chez nos ados, par exemple? Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a décidé de conduire une autre enquête qui a été faite un peu plus par les partenaires de santé publique. Dans le fond, c'est super le fun. J'ai des externes en médecine qui, à chaque mois de janvier, viennent faire un stage chez nous à la santé publique. Puis, depuis 4 ans, dans le fond, je leur fais faire une enquête dans les écoles secondaires qui veulent bien participer. Dans le fond, ça a pris de l'expansion, ce projet-là, parce qu'en janvier 2020, c'était juste en Estrie auprès de quelques écoles secondaires. En janvier 2021, un autre groupe arrive, puis là, la Mauricie Centre du Québec a dit « on s'ajoute à vous ». Et en 2022, bien là, on avait aussi les Laurentides et la Montérégie, en plus des 2 régions que j'ai nommées, et la même chose pour janvier 2023. Donc, c'est quand même assez cool. Là, je vais vous présenter des données de janvier 2023. Là, souvent, on se fait présenter des affaires qui datent, mais là, c'est difficile d'être plus d'actualité que ça. Et finalement, on cible les jeunes secondaires, mais aussi tout ce qui est formation professionnelle, générale aux adultes, cégep et université, entre l'âge de 12 à 25 ans des 4 régions que j'ai nommées. Ça fait quand même pas loin de 18 000 jeunes qui ont répondu en janvier 2023, donc on va voir un peu ce qu'ils nous ont dit. C'est sûr que, comme je vous dis, c'est pas absolument représentatif de tout le Québec, mais je me dis c'est quand même 18 000 jeunes qui nous ont parlé dans un sondage complètement anonyme, en ligne. Donc, tu sais, on peut penser que s'il n'y avait pas d'intérêt à dire autre chose que la vérité. Eh bien, premièrement, quand on leur demande comment tu classes ta santé mentale en général, bien, vous voyez un petit peu que la perception de la santé mentale, il y a vraiment une bonne différence selon le genre, si on veut. Donc, on voit que chez ceux qui vont classer leur santé mentale comme étant passable à mauvaise, chez nos jeunes filles, on est à 31 % contre 11 % chez nos jeunes garçons. Et chez nos jeunes trans ou non-binaires, donc ou qui s'identifient comme autre identité de genre, 66 % vont percevoir leur santé mentale comme étant passable à mauvaise. Ce qui est intéressant, c'est comme je vous dis, en Estrie, ça fait 4 ans qu'on va suivre ça, la santé mentale chez nos jeunes au secondaire. Donc, si je cible juste sur l'Estrie pour comparer des pommes avec des pommes, on voit qu'en janvier 2020, juste avant la pandémie, c'est à peu près un jeune sur 10 qui nous disait que sa santé mentale était passable à mauvaise. Puis là, oups, janvier 2021, ça l'a triplé. C'est resté 3 fois plus élevé en janvier 2022. Et cette année, quand même, je pense qu'il faut le souligner, c'est un petit peu mieux. On demeure 2 fois plus élevé qu'avant la pandémie, mais quand même, on va dans la bonne direction. Je pense que ça résume un peu l'état aussi qu'on voit sur le terrain. Les symptômes d'anxiété-dépression, c'est les mêmes questions que pour mon autre étude chez les 18 ans ou plus. Puis juste ici pour vous montrer que si je regarde en 2022 et en 2023, selon les différents âges, grosso modo, c'est à peu près les mêmes tendances, c'est-à-dire que nos jeunes arrivent en secondaire 1, autour de l'âge de 12 ans, avec quand même déjà un bon bassin d'entre eux qui ont des symptômes d'anxiété-dépression. Puis on voit que ça tend à augmenter jusqu'à la fin du secondaire, début du cégep, pour atteindre pas loin d'un jeune sur 2 rendu à cet âge-là, du moins parmi ceux qui ont répondu à notre enquête.
Puis ça, encore une fois, même son de cloche que pour la perception de la santé mentale, on voit clairement que nos jeunes filles et nos jeunes qui ont une autre identité de genre sont beaucoup plus nombreux à rapporter des symptômes d'anxiété ou de dépression. Les idées noires, moi, c'est peut-être ce qui me dérange le plus ici. Il y a quand même un jeune sur 4 en janvier 2023, je vous rappelle, sur les 18 000 jeunes qui ont répondu. Il y en a 1 sur 4 qui, toujours cette année, nous dit « Oui, dans les 2 dernières semaines, ça m'est arrivé de penser que je serais mieux mort ou de vouloir me faire du mal. » Moi, à mon avis, c'est peut-être la statistique la plus dérangeante. Encore une fois, on voit que ce n'est pas du tout la même réalité, surtout au secondaire, entre les jeunes filles, les jeunes garçons et les jeunes qui ont une autre identité de genre. Et à ce niveau-là, on voit plus ou moins d'amélioration entre l'année passée et cette année. Puis là, je pourrais vous en parler des heures, mais je veux vraiment passer vers les solutions. Mais je voulais quand même vous dire que d'autres constats, là, sans vous inonder de figures, qui sont ressortis, c'est que nos jeunes travaillent beaucoup. Dès le secondaire 1, il y a la moitié des jeunes dans notre enquête qui disent déjà travailler, dont plusieurs à raison de 15 heures par semaine ou plus. Les jeunes passent beaucoup de temps devant les écrans, mais bon, est-ce que je vous apprends quelque chose? Personne ne tombe en bas de sa chaise en ce moment. Mais quand même, presque un jeune sur 5 nous dit passer au moins 4 heures par jour juste sur les réseaux sociaux, autant la semaine que la fin de semaine. Donc, quand on dit beaucoup, ça commence à être vraiment beaucoup. Et tout ce temps-là passé au travail et devant les écrans, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le premier des constats à gauche. Nos jeunes ont un peu plus de difficultés, selon ce qu'ils nous rapportent, au niveau relationnel, de sentir qu'ils peuvent parler de leurs problèmes avec des amis, avec des membres de leur famille, avec des adultes à l'école. Quand on regarde ça au fil du temps, du moins pour l'Estrie, parce que, comme je vous dis, on suit ces jeunes-là depuis, on suit les écoles depuis janvier 2020. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à juste avant la pandémie, les jeunes sont plus nombreux à nous dire qu'ils ont de la difficulté de parler de leurs problèmes avec leurs amis et leur famille. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu aussi le lien avec le temps qu'on passe devant les écrans ou au travail, donc des moments où on est peut-être moins en train d'investir là, dans nos aptitudes, si on veut, relationnelles plus profondes ou de qualité. Et là, je me suis fait des fois questionner, dire « Ah, c'est des données de sondage, c'est peut-être pas un bon sondage, c'est peut-être pas vrai. » On a entendu aussi récemment que peut-être que la pandémie n'avait même pas eu aucun impact. Je pense que toutes les perspectives sont louables, mais quand on regarde d'autres données, là, rien à voir avec les enquêtes qu'on a faites, par exemple, TELUS Santé. TELUS Santé assure 1,4 million d'adultes partout, de 0 à 64 ans au Québec. Donc, c'est un gros assureur. Puis, ils m'ont donné accès à leurs données de consommation d'antidépresseurs. Donc, si on compare la consommation d'antidépresseurs entre 2019 et 2021, mais on le voit que juste avant la pandémie versus 1-2 ans après la pandémie, il y a plus de consommation d'antidépresseurs, tout particulièrement chez qui? Chez nos 10-19 ans et chez nos 20-29 ans, et plus particulièrement chez les jeunes filles versus les jeunes garçons. Donc, comme je vous dis, ça vient quand même assez être cohérent avec ce que je vous dis à travers les autres données d'enquête qu'on a mesurées. Et même chose pour les comportements suicidaires, ça vient de sortir, ce document-là, au niveau de l'Institut national de santé publique. Mais quand on regarde les tendances là, depuis 2014 jusqu'à 2022 inclusivement, et qu'on décortique par groupe d'âge et par genre, on voit que autant les admissions à l'urgence pour des idées suicidaires que pour des tentatives de suicide sont à la hausse. Là, ici, je vous présente juste chez les filles, mais sont à la hausse là, depuis à peu près les dernières années qui correspondent à pandémie, post-pandémie. Les garçons, c'était relativement stable, la bonne nouvelle, mais chez les filles, comme je vous dis, ça, c'est les tentatives de suicide et tantôt, c'était les idées suicidaires. Et dans les deux cas, on voit qu'il y a une hausse là, quand même qui préoccupe le réseau de santé publique. Donc, je voulais juste dire qu'il y a quand même d'autres sources de données qui viennent un peu appuyer, quoique j'aimerais qu'ils viennent nous contredire, mais qui viennent appuyer là, les constats que nos jeunes nous rapportent à travers les enquêtes. Là, je sais que c'est difficile de se dire, mon Dieu, comment elle va faire pour passer au positif, mais il y en a vraiment du positif. Je ne suis pas quelqu'un de négatif dans la vie, c'est juste que je pense qu'il faut être réaliste. C'est ce que les jeunes nous disent. Puis après ça, il faut se brasser la cage, tout le monde, puis se dire, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut jouer un rôle? La bonne nouvelle, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue qu'on peut jouer un rôle. La notion du sens, du sentiment de cohérence, c'est pas venu instinctivement là, comme ça. Là. C'est vraiment, je vous dirais, on a commencé à s'intéresser à ça dans le contexte de la tragédie de Lac-Mégantic, parce qu'à un moment donné, on le voyait que quand il arrive des crises trop grandes puis qu'on est vraiment perturbé,
il y a quelque chose qui est intimement lié à la façon qu'on interprète la situation, puis le sens qu'on donne. Puis tant qu'on n'a pas réussi à donner un sens avec lequel on est confortable, c'est bien difficile de se dire qu'on va aller bien, qu'on va être zen avec ça. Donc, quand on y pense, et si je veux le mettre de façon plus en mots théoriques, il y a deux sortes de sens là, dans la vie. Il y a le sens global qu'on a, nos buts, nos valeurs, notre vision du monde, puis il y a le sens qu'on donne à une situation en tant que telle. Habituellement, si le sens de la situation est tout à fait cohérente avec le sens qu'on donne à la vie, il n'y a pas vraiment de stress, il n'y a pas vraiment de déséquilibre, puis tout va bien. Où est-ce qu'on a besoin de s'adapter? C'est quand ma vision de la vie, mes projets, mes valeurs sont en rupture avec ce qui est en train de se passer. Ça ne fait pas de sens, je ne suis pas bien avec ça. Donc là, ça me demande un peu un processus de rééquilibrage, d'essayer de revoir comment je peux peut-être donner un nouveau sens à la situation qui est en train de se passer ou peut-être un nouveau sens à moi, mes valeurs, mes buts. Mais bref, je dois rééquilibrer tout ça pour essayer d'avoir, de passer au travers de ça de façon psychologique, de façon plus positive. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. Et c'est dans ce contexte-là que ceux qui réussissent pas à trouver un équilibre entre les deux types de sens vont, la plupart du temps, aller plus dans une trajectoire négative d'anxiété, dépression ou de stress post-traumatique. Bref, on avait un petit peu ça en tête. Puis dans le cadre des enquêtes sur la pandémie dont je parlais, là, les premières, celles chez les 18 ans ou plus, j'ai un collègue chercheur qui me dit « Pourquoi tu ne rajoutes pas des questions sur le sentiment de cohérence dans ton enquête pour voir si cette capacité-là là, de faire du sens des événements, si c'est réellement prédicteur d'une meilleure santé mentale? » On s'est dit « Excellente idée. » Puis vraiment excellente idée parce que finalement, de tous les facteurs qu'on a pu examiner, tous les facteurs qui pouvaient peut-être influencer notre réponse à la pandémie, c'était le sentiment de cohérence qui a joué le rôle le plus fort, puis pas à peu près. On voit que les personnes qui avaient un fort sentiment de cohérence étaient 6 à 7 fois moins à risque de rapporter des symptômes d'anxiété, de dépression, comparativement à ceux qui avaient un faible sentiment de cohérence. Donc là, tu dis, attends une minute, je vais me renseigner un peu plus sur le sentiment de cohérence. Ça a vraiment été mon réflexe de médecin, de dire, si c'est si puissant contre la détresse, l'anxiété, la dépression, est-ce qu'on peut le travailler, le sentiment de cohérence? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le renforcer ou est-ce qu'on est juste pris avec ça comme un gène avec lequel on est né? Évidemment, vous doutez bien que la réponse, c'est que ça se travaille, le sentiment de cohérence. Et tout ça, c'est ancré dans un bien grand mot, mais qui fait peur, mais qui n'est pas si compliqué, la théorie de la salutogénèse. Donc, salutogénèse, est-ce que... Juste à main levée, il y en a dessus qui avaient déjà entendu ce mot-là? OK. Non, moi non plus, je ne l'avais jamais entendu. Mais comme médecin, par exemple, j'ai souvent entendu la pathogénèse et salutogénèse, c'est l'inverse de la pathogénèse. Pathogénèse, c'est fascinant quand on y pense. Dans le réseau de la santé, tout ce qu'on se fait toujours montrer, c'est voici les maladies et voici la pathogénèse de ces maladies-là. Donc, on va essayer d'étudier comment ces maladies se développent là, quelles sont les causes de ces maladies-là, puis on va devenir des meilleurs médecins si on comprend l'origine des maladies. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un de vraiment brillant qui s'est dit « Mais pourquoi on ne s'intéresse pas à l'origine du bien-être, aux facteurs puis aux causes du bien-être? Pourquoi certaines personnes devant des situations ultra stressantes réussissent à s'en sortir agréablement bien, de façon surprenante? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'elles ont, ces personnes-là? Donc, pourquoi on n'étudie pas la cause du bien-être? Il fallait juste y penser. Puis, il faut se le rappeler souvent parce qu'on a beaucoup tendance comme société à tomber dans les risques, les problèmes et les maladies. Puis, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'au cœur de la création de bien-être, l'individu a besoin d'avoir un fort sentiment de cohérence qui est divisé en 3 composantes que je vous montrerai tantôt. Dans le fond, le sentiment de cohérence, voyez-le comme une paire de lunettes, si on veut, un filtre à travers lequel on interprète la réalité. Donc, l'idée, c'est qu'on va tous vivre des stress. Puis, je pourrais vous dire que la meilleure des solutions, c'est qu'on va enlever toute forme d'adversité à nos jeunes. Tiens, un enfant, on va s'assurer qu'il n'y aura jamais de cailloux dans son parcours, puis comme ça, il ne tombera jamais, puis comme ça, il n'arrivera jamais rien. C'est un peu utopique comme pensée, puis c'est pas vraiment ça qu'on veut faire pour aider nos jeunes à devenir des adultes épanouis, accomplis. Ce qu'on veut, c'est surtout leur doter d'une capacité de faire face à l'adversité et à la situation stressante en interprétant ça de façon plus positive. Donc, un bon sentiment de cohérence, c'est quelqu'un qui va être capable de dire je pense que je comprends ce qui se passe. Je comprends ce que j'ai à comprendre, du moins. Je comprends où aller chercher l'info. Je comprends ce que j'ai à faire. Je sais ce qui se passe. Gérabilité, c'est que c'est beau de comprendre, mais je le sais qu'il y a des ressources qui sont disponibles, puis je sais que je suis capable de mobiliser ces ressources-là. Donc,
je suis capable de faire face. J'ai une confiance que je peux faire face à cette crise-là. Souvent, ça, c'est basé sur le fait qu'on a déjà fait face à des crises antérieures, puis qu'on avait réussi, puis on ressort, on redépoussière les outils qu'on avait à l'époque. Puis la signification ou le sens, qui, à mon avis, est la composante la plus importante, c'est non seulement je comprends ce qui se passe, je sais que je peux y faire face, mais j'ai le goût de me battre. Ça vaut la peine. C'est un défi qui est digne d'investissement, puis j'ai le goût de passer au travers de ça. C'est ça, je le sais que je suis capable, ça en vaut la peine. C'est là que finalement, on voit qu'il y a un sens qui nous donne le goût d'avancer. Donc, là, je vous dis des bien grands mots, mais concrètement, moi, j'étais un peu au même endroit que vous, probablement en ce moment, de dire, OK, c'est bien logique tout ça, mais moi, comme intervenante ou à l'échelle d'une communauté, d'une école, d'une municipalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de renforcer ce sentiment de cohérence-là si c'est si précieux que ça? Puis c'est dans ce contexte-là qu'on a rédigé là, un rapport qui est disponible en ligne. Je vais vous juste sortir un peu les grands éléments qui émergent de ce rapport-là. Puis moi, je l'utilise vraiment souvent à Lac-Mégantic. J'étais là lundi toute la journée, puis on a encore des défis, puis on est toujours dans essayer de s'adapter à ces nouveaux défis-là, puis trouver des stratégies qui peuvent être efficaces. Et constamment, on revient à ces concepts-là. Donc, si ça peut vous être utile à vous aussi, tant mieux. Donc, ce qu'on s'est rendu compte dans la littérature, puis je vous dirais en pratique aussi sur le terrain, c'est que les interventions, peu importe la forme qu'elles vont prendre, ont besoin d'avoir deux composantes. Elles doivent stimuler la réflexion des gens et aussi redonner le pouvoir d'agir. Il faut vraiment les deux. Donc, une activité, une intervention qu'on va mettre sur pied qui donne l'espace pour prendre du recul, organiser sa pensée, prendre conscience de tout le chemin parcouru, des fois repositionner certaines croyances un peu erronées, de partager, de se laisser inspirer par d'autres. Donc, d'avoir cet espace-là de réflexion, je vais vous montrer un peu avec quel type d'intervention tantôt, c'est vraiment essentiel si on veut être capable de donner un sens à un événement. Et deuxièmement, bon, empowerment, désolé pour l'anglicisme, mais je trouve vraiment que ça traduit le pouvoir d'agir ou l'autonomisation. C'est ce que la science dit, c'est bien beau de mettre à disposition des ressources. On est quand même bon pour penser à développer toutes sortes de ressources, mais est-ce qu'on s'assure que la personne sait que les ressources sont là, a le goût de les utiliser et sait comment les utiliser et est convaincue que ça va l'aider à aller mieux? C'est souvent, je suis sûre que ça sonne des cloches chez vous, en tout cas chez moi, beaucoup. Il est là souvent l'enjeu. Les ressources ne sont pas utilisées à leur plein potentiel. Les gens ne font pas nécessairement confiance ou ne sont pas convaincus que ça va les aider. Et pourtant, plus qu'on montre aux jeunes à travers des interventions en posant un geste, en utilisant une ressource, ça les a vraiment aidés. Puis ils peuvent vraiment internaliser ces ressources-là puis comprendre que s'ils ont été capables de passer au travers telle tempête, bien, ils vont être capables de faire face à la prochaine aussi. Donc, ça augmente le sentiment d'auto-efficacité, de capacité de résolution de problèmes. Donc, bref, on doit redonner un pouvoir d'agir à nos jeunes. Et là, tout ça pour dire qu'il y a plein de domaines d'intervention pour lesquels, concrètement, on peut mixer la réflexion et l'empowerment pour renforcer le sentiment de cohérence. Donc, je vais vous en nommer 4, puis ça ne se limite pas à ça, mais je pense que dans ces 4 domaines-là, on a des exemples concrets d'interventions qui ont fonctionné dans la littérature. Donc, tout ce qui est pleine conscience, là, je vais vous dire ça, vous allez dire, ben oui, on le savait déjà, mais moi, je trouve que c'est de l'ancrer dans pourquoi, puis par quel mécanisme. Parce que vous allez voir que c'est pas juste d'offrir l'activité, mais c'est de l'offrir en vous assurant qu'il y a un espace de réflexion, puis un espace pour le pouvoir d'agir. Donc, c'est le comment on le fait aussi qui est assez important. Donc, amener le jeune ou moins jeune à revenir à l'instant présent, à se reconnecter, à prendre conscience justement de son ressenti, de son environnement, des bruits. Et c'est vraiment un moment évidemment extraordinaire pour prendre du recul, mieux se comprendre, se connecter aussi dans les espaces naturels. La littérature va beaucoup suggérer de non seulement y aller avec la pleine conscience, mais dans un espace naturel, accessible à tous, qui est gratuit et qui permet vraiment de se connecter tout le monde ensemble puis de renforcer même le sentiment d'appartenance. Le récit de vie, celui-là, il est peut-être un petit peu moins spontanément utilisé, mais que ce soit par la parole ou par l'écriture, d'encourager par différents moyens d'activité le jeune à s'exprimer et à se raconter et à être entendu et écouté. J'ai plein d'exemples en tête, mais par exemple, à Lac-Mégantic, on avait monté, on étant pas moi, là, mais la communauté, une pièce de théâtre. Ça, c'était quand même un projet d'une plus grande envergure, mais on peut s'en inspirer, où les différents citoyens avaient à prendre un carnet de la parole puis exprimer un peu comment ils s'étaient sentis avant, pendant et après la tragédie. Puis après ça, il y a eu une mise en synthèse de toutes
ces belles paroles-là pour en faire une œuvre artistique, une création qui parlait vraiment à la communauté, qui était partie des mots de la communauté. Donc, vous voyez un petit peu d'avoir un espace où on se raconte et qu'on voit que ça aide à rehausser un peu la compréhension collective, où on appartient à un tout parce que tout le monde l'a vécu un peu à sa façon. Ça peut vraiment avoir des effets hyper intéressants. Puis je reviendrai, si j'ai le temps tantôt, sur d'autres choses qu'on a fait en lien avec ça à Lac-Mégantic. Les deux derniers, c'est peut-être mes préférés, tout ce qui est activité artistique culturelle, puis ensuite, ça sera sport, loisirs. Encore une fois, l'art, la culture, on le sait pas mal tous à quel point ça peut faire du bien, en tout cas du moins intuitivement, mais de l'ancrer dans la science qu'à travers l'art, la culture, le simple fait de participer à un événement, et encore mieux si on est impliqué dans le processus créatif, en contexte de crise ou post-crise, ça permet vraiment de connecter son cognitif, si on veut, avec ses émotions, de laisser exprimer des choses qui auraient peut-être été difficiles à exprimer autrement, de justement partager quelque chose collectivement, de bâtir un peu de mémoire vivante de quelque chose qui est difficile à raconter autrement, mais par la voie artistique. Donc, c'est un peu une voie indirecte pour réussir à faire du sens, réfléchir et regagner un pouvoir d'agir. Et sport loisir, c'est peut-être le meilleur exemple pour dire que c'est pas juste de le faire, mais c'est le comment on fait. Mais quand on y pense bien, à travers un sport d'équipe, idéalement, mais ça peut être du sport individuel, on va chercher des expériences significatives. On est en train de dire aux jeunes, regarde, il y a plein de défis là, que tu as dû surmonter à travers le sport que tu pratiques, puis tu as réussi à surmonter ces obstacles-là avec brio. Donc, tu es capable, si tu es capable de le faire là, tu es capable de le faire devant d'autres formes de défis d'adversité. Donc, la rigueur, la discipline, puis tout simplement, je pense, la distraction un peu, d'avoir des émotions positives. Ça peut être des stratégies qui viennent aider le jeune à comprendre que quand je me sens pas bien, j'ai un pouvoir d'agir parce que ça, c'est des activités qui sont à portée de main et ça me permet de faire un peu le vide, d'aller chercher du positif puis de mettre un peu un répit sur des émotions plus négatives que je vis. Puis, au-delà de ça, super important, c'est que si on veut que ces interventions marchent comme on le souhaite, c'est pas juste de faire l'intervention, mais c'est comment on planifie puis comment on met en œuvre l'intervention. Peut-être le conseil principal que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est la participation des jeunes. Je sais qu'on veut souvent être performant, ça va vite, on n'a pas beaucoup de temps, puis on est déjà bien content d'avoir pensé à peut-être mettre sur pied une activité culturelle pour les jeunes. Mais pensez-y, si on le fait de façon vraiment collaborative, puis on les implique, imaginez comment on est en train de renforcer leur sentiment de cohérence en disant, regarde, vous, là, comment vous la voudriez, votre activité de plein air ou culturelle? Comment on fait ça? Puis on vous redonne le pouvoir d'agir parce que c'est votre point de vue qui compte essentiellement. Donc, on stimule votre réflexion et votre pouvoir d'agir par le fait de vous inclure dans la réflexion. Donc, vous voyez un petit peu que le comment on planifie ça de façon très positive et puis de façon très collaborative et inclusive avec les différents groupes de jeunes, ça peut avoir déjà en soi, le processus de planification, un impact très positif. Puis, un petit clin d'œil quand même, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de sentiment de cohérence sans aussi parler de l'information. On le sait, je dis nos jeunes, mais tant qu'à moi, l'ensemble de la société, on a un rapport à l'information qui a évolué quand même beaucoup, je trouve, en 4-5 ans, là, avec le monde numérique qui a pris beaucoup d'espace, les réseaux sociaux qui étaient déjà très là, mais qui sont carrément envahissants. Donc, on a accès à une quantité incroyable d'informations, parfois vraies, parfois fausses. Ça devient difficile de faire le vrai du faux là-dedans, puis de aussi juste être capable de faire le vide par rapport à une information qui, en soi, peut enlever le sens. Donc, des fois, quand on veut essayer d'aller donner un sens puis de gagner un certain contrôle sur sa vie, il faut aussi faire attention à l'information qui nous est parvenue parce que ça peut devenir un irritant ou nous éloigner un peu de notre objectif. Donc, je pense qu'une certaine sensibilisation par rapport au rôle de l'information puis comment s'en protéger est importante ici. Et ça, c'est un petit peu nouveau. Je ne sais pas combien il me reste de temps. Je suis encore... Ah, OK. Bon. Mais je voulais juste quand même faire un petit clin d'œil au fait que, tu sais, je voudrais pas non plus qu'on retienne que le sentiment de cohérence, on a juste besoin d'avoir un champion dans une école ou un milieu qui arrive, qui dit, moi, j'ai plein d'idées, puis je travaille avec les jeunes.
Pour avoir un sentiment de cohérence qui fonctionne, il faut que ce ne soit pas juste à l'échelle des individus, il faut qu'il y ait une cohérence à l'échelle des organisations et des communautés. Et c'est d'autant plus vrai que ce qu'on vit, c'est un petit peu fou ces temps-ci, le contexte VUCA, acronyme, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on est dans un monde qui est volatile, qui est ambigu, qui est incertain, qui est complexe de plus en plus, les clientèles qu'on dessert aussi. Donc, dans un monde comme ça, c'est encore plus important de chercher à avoir un sentiment de cohérence de notre organisation, une approche qui est fondamentalement basée sur l'humain, qui vient chercher notre motivation à tout le monde, notre engagement, notre quête de sens. Donc, quelques mots-clés ici, mais tout ça, habituellement, ça ne s'atteint pas par des plans et des structures et des organigrammes. Ça s'atteint par la façon qu'on a d'agir, de communiquer et d'interagir au quotidien. 18 minutes. J'avais compris 8 minutes tantôt, donc yeah! Mais je vais pouvoir vous parler un petit peu plus de lac mégantique et surtout respirer. Mais je ne sais pas de tout le monde exactement de quelle organisation vous venez. Moi, c'est sûr que je viens du secteur de la santé, donc je fais peut-être un peu référence à ça, mais de dire... On veut sentir au bout du compte que tout ça fait du sens, qu'on n'a pas vécu toute cette adversité-là pour rien, que notre organisation, elle a appris de ça, puis elle a eu l'agilité de se transformer suite à tout ce qu'on a vécu. Ça aide à donner du sens. Fait que je pense que moi, je vais parler pour moi, mais si on passe au travers d'une tempête, puis tout ce qu'on a réussi à faire, c'est rester debout, pas trop s'affaisser, bien, l'organisation reste debout, mais les gens, à un moment donné, ne restent pas toujours debout. Mais si on sent que tout le monde a mis du sien, puis qu'on a essayé de s'améliorer, puis qu'on continue à s'améliorer, puis qu'on va vraiment changer les choses, puis qu'on va impliquer les gens dans la recherche de solutions, tout d'un coup, ça vient de donner une motivation à tout le monde, puis un sens qui nous donne le goût d'avancer, puis d'être encore plus là pour nos jeunes. Le sentiment de cohérence, ça peut se faire en plusieurs étapes. Je vous laisserai le regarder plus à tête reposée, mais si je reprends les 3 composantes de comprendre, gérer et un peu le sens, bien, logiquement, on veut que autant la clientèle desservie par l'organisation que le personnel puisse participer, adhérer, comprendre on s'en va où, c'est quoi la vision. On a vraiment une vision salutogénique, là, une vision où est-ce qu'on vise à promouvoir le bien-être de tout le monde. Est-ce qu'on a toute une compréhension commune de c'est quoi les problèmes puis les priorités, donc impliquer les gens dans cette compréhension-là. Ensuite, est-ce qu'on a des ressources qui sont suffisantes pour faire face au stress? Plus la situation est stressante, plus on devrait sentir qu'il y a des ressources qui sont compatibles avec ce niveau de stress-là. Puis est-ce qu'on s'est assuré que tout le monde les connaît, ces ressources-là, et est en mesure de les utiliser? Gérabilité. Puis le sens, le plus important, est-ce qu'on implique notre monde, le personnel, la clientèle, dans toutes les étapes d'intervention pour qu'ils puissent vraiment donner du sens à ça, dire « OK, je comprends pourquoi on s'en va dans telle direction. Ça fait du sens parce que j'ai participé et j'ai compris un peu le processus de décision. » Et le plus important, le 6e, est-ce que réellement, sincèrement, notre organisation est en train de dire que ce qu'on veut, c'est pas prévenir l'absentéisme ou les problèmes. Ce qu'on veut, c'est vraiment donner 100% des chances que notre monde s'épanouisse à leur plein potentiel dans notre organisation. Vous voyez un peu la différence? Puis je me permets de le dire, d'être un peu critique, parce que je pense que les gens qui travaillent dans les organisations, fondamentalement, veulent le bien de tout le monde, mais je pense qu'on a des structures qui nous amènent plus à éviter les problèmes que réellement stimuler le plein potentiel. Et la même chose s'applique aussi dans les communautés, parce qu'une communauté, c'est une somme de plein d'organisations. Donc, chaque organisation peut se faire son petit bout de chemin, mais dans un monde idéal, puis vous allez voir à Mégantic, c'est un peu comme ça qu'on l'a travaillé, on veut une cohérence horizontale entre les différents secteurs. Donc, on veut que le scolaire, le communautaire, la santé, le secteur privé, tout le monde ensemble, on se dise, OK, on a une cible commune, on a compris c'est quoi les grandes priorités, on met chacun les ressources suffisantes pour vraiment donner suite à ce projet commun-là, puis on a le goût, puis on ne va pas oublier d'une rencontre à l'autre de faire les suivis. On veut s'engager, on a une motivation, on va le faire pour vrai. Et la cohérence verticale, un petit peu de la décision à l'action, celle-là, c'est sûr qu'elle est peut-être moins à notre portée tout le monde, mais idéalement, c'est toujours plus facile de donner un sens quand les décisions se traduisent en actions, qui traduisent vraiment des valeurs compatibles avec la communauté. Gérabilité, c'est qu'on va prendre des décisions qui ne feront pas toujours le bonheur de tout le monde, puis on est au courant, puis on va s'assurer qu'il y a des ressources à la disposition de ceux qui vont être impactés par nos décisions. Puis le sens, s'assurer que dans les grandes décisions qu'on prend, fondamentalement, on s'attaque aux causes racines des problèmes, mais il n'y a pas toujours juste du traitement en superficie des problèmes.
c'est profond un peu ce que je vous dis, mais dans un monde idéal avec des licornes et des arcs-en-ciel, pour moi, la cohérence, c'est une somme de belles activités diversifiées faites par et pour les jeunes, combinées avec des organisations qui sont cohérentes dans toutes leurs actions et des organisations qui sont impliquées avec les autres organisations de leur communauté pour, encore une fois, avoir une cohérence à ce niveau-là. Un petit exemple. À un moment donné, à Noël, à l'Halloween, il y a 2 ans, en pleine pandémie, il y a quelqu'un dans l'organisation, vraiment pas assez corrigé après, là, mais sur le coup, elle écrit à tout le monde, le personnel, pour dire « Cette année, il n'y en aura pas de festivités à l'Halloween, puis il n'y en aura pas de festivités à Noël. » Bon, ça, c'était le titre. On a fait « Oh, c'est bien plate. » Puis comme si on se faisait punir. Puis en plus, on était tous fatigués, puis on se disait « C'est bien plate. » Puis finalement, on comprenait que pas de bonbons, pas de décoration, pas de rien, parce qu'il y a des risques de transmission de virus, la COVID, etc. Signé l'équipe de prévention, contrôle des infections. Là, on a fait « Ouf! » Vous voyez un exemple de cohérence ici? Il y a une valeur profonde. On est fatigué. On a besoin d'être reconnu. On a besoin d'être chouchouté. Puis dans le fond, la personne n'a pas voulu mal faire. Elle voulait juste faire son travail. Puis elle se disait, ben moi, le chouchoutage, puis la santé mentale, c'est pas mon domaine. Mais ça, c'est tout le monde. C'est pas le domaine à grand monde, la santé mentale, mais de dire à travers chacune de mes actions puis de mes communications, est-ce que j'ai pas une occasion de réfléchir, de reformuler, de prendre une décision qui pourrait minimiser les impacts négatifs de ma décision ou encore mieux, de créer du bien. Donc, elle a écrit une lettre pour dire votre santé nous est importante, celle de nos usagers aussi, bien sûr. Vous savez qu'il y a beaucoup de virus. Dans le fond, ce qu'on voulait dire, c'est le sapin, pouvez-vous le mettre dans un coin, question qu'on ne se frotte pas toujours dessus. Puis les plats de bonbons, c'est peut-être pas une bonne idée cette année. Pouvez-vous donner des sacs aux gens, puis pouvez-vous prendre des costumes qui ne frotteront pas partout. Bon, parfait, merci, on ne se fait pas punir. Et là, tout d'un coup, on comprend ton message, il fait du sens, tu nous as écoutés, tu as ajusté, puis tout le monde était content. Donc, lac mégantic, terminé avec ça. Terminé. C'est vraiment, en 10 minutes, c'est un peu un outrage là, de prétendre vous raconter, mais juste pour vous montrer quelques clins d'œil de comment ça peut se traduire dans la vraie vie. Donc, à Mégantic, on était beaucoup dans une approche pas tant salutogénique, du moins de l'approche de santé publique au départ, parce qu'on faisait des enquêtes, puis on montrait que ça allait pas bien, puis le stress post-traumatique, puis tout ce que vous voulez. Un peu comme la première demi-heure de ma présentation, finalement. Puis après, je vous dirais peut-être 2 ans, 3 ans, la communauté a dit, écoutez, c'est bien beau, on a compris qu'on va pas bien, mais ça nous mobilise pas beaucoup. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose, on peut-tu trouver des solutions? Donc, ce qu'on a fait, parce que moi, j'ai réalisé que j'avais aucune idée comment remonter le moral d'une communauté, jusqu'à temps que je me dise, ben c'est peut-être normal que je le sache pas, parce que peut-être que c'est pas à moi à déterminer comment, mais bien à la communauté elle-même. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est organiser une journée de réflexion collective avec des représentants un peu de tous les secteurs clés de la communauté. Puis on a dit, regarde, c'est correct, là, les données, on les a vues. Maintenant, on peut avoir une lecture positive? Sont où nos forces? Sont où nos bons coups des dernières années? Donc, on s'est fait une ligne du temps qui montrait toutes les belles choses qui s'étaient faites depuis la tragédie pour finalement arriver avec un diagnostic beaucoup plus positif de l'histoire de Mégantic. Puis après ça, on s'est dit, d'ici 10 ans, c'est drôle, hein, parce que là, c'est 10 ans, là, on se voit comment? Les gens disaient, bon, on se verrait un petit peu mieux, là. On se verrait revenu à un état plus fonctionnel et tout ça. Et c'est là qu'on a dit, ben voici ce qui nous manque. Puis là, ce que les gens ont dit, ce qui nous manque, c'est, on veut une approche, une équipe dédiée. Des personnes qui ne sont pas toujours à bout de souffle entre 3-4 rencontres, mais des gens qui ont vraiment du temps pour réfléchir au bien de la communauté. Des gens qui ont un background au niveau psychosocial, ou qui sont à l'aise avec ces concepts-là, mais qui ne font pas juste l'intervention individuelle. Des gens qui réfléchissent un peu constamment à comment on peut créer du bien-être, faire de la salutogénèse dans notre communauté. Et c'est là qu'ils ont dit, ben, tu nous as posé la question ce qu'on veut. Puis là, je me suis fait prendre un peu au piège parce qu'ils ont dit maintenant, montre-nous-la, cette équipe-là. Je dis, ouais, avec quel argent? C'est toujours un peu la même chose. Mais l'histoire a quand même montré qu'au bout du compte, quand tu arrives avec des données solides qui documentent la problématique et tu arrives avec un compte-rendu étoffé d'une journée avec des gens très importants de la communauté, bien, très importants qui représentaient tous les secteurs qui ont dit voici ce qu'on veut, voici ce qu'on a besoin. On a tout mis ça ensemble dans une demande de soutien financier, puis ça a fonctionné. Le gouvernement a dit, ben ça fait bien du sens tout ça, c'est comme un petit peu difficile de contredire. Puis bon, donc combien voulez-vous? Puis pour combien d'années? Et là, je dis, j'ai 250 000, 3 postes à temps plein à peu près, pour 3-4 ans. Puis on dit, est-ce que tu vas comme
dans 3-4 ans, potentiellement, nous redemander encore? Peut-être, oui. Ça va dépendre de comment tout ça va évoluer. Mais on sait dans la littérature que ça peut durer des 10-20 ans. C'est des générations tout entières qui peuvent être affectées. Fait qu'ils ont dit, écoute, on te le donne de façon récurrente. Tu as une équipe à vie, finalement. Donc, le budget, vous l'avez. Oui, on voit pas ça souvent. Puis on était vraiment, vraiment très contents parce que là, ça a lancé un message très fort à la communauté. Cette équipe-là, vous pouvez vous y attacher. Cette équipe-là, elle est là pour rester. Donc, quand on va venir vous voir à votre rencontre, profitez-en, développez des projets, rêvons ensemble. Cette équipe-là est arrivée en 2016. Puis je suis encore, comme je dis, avec l'équipe lundi toute la journée. Puis à tous les mois, on passe au moins une journée ensemble. C'est comme ça qu'on réagit face à différents événements comme la série Mégantic, là, qui est peut-être une des choses plus récentes, qui n'était pas nécessairement négatif, mais on savait que ça allait remuer beaucoup d'émotions dans la communauté. Donc, on a fait plein d'interventions autour de ça pour donner cet exemple-là. Donc, c'est une équipe qui a une page blanche, qui se lève le matin et qui se dit, j'ai bien sûr des projets dans lesquels je suis engagée, mais si à un moment donné, le besoin évolue, si à un moment donné, il y a des choses qui émergent ou des nouveaux enjeux, bien, on va s'adapter puis on va réajuster un peu notre plan d'action. Donc, c'est vraiment ce que j'aime le plus de cette équipe-là. Puis, si ça vous intéresse, on a mis en ligne, à un moment donné, à force de participer à différents projets qu'on trouvait quand même prometteurs, là, des initiatives qu'on voyait qui faisaient du bien dans la communauté, on en a fait un petit recueil qui s'appelle Initiatives prometteuses pour mobiliser une communauté locale dans un contexte de catastrophe, je crois, ou en post-crise. Puis, je vais juste donner quelques petits exemples. Évidemment, je ne pourrais pas tous vous les nommer, mais c'est en ligne. Donc, exemple, vous allez voir le lien avec sentiment de cohérence, le photo-voix. À l'époque, on ne savait pas tant c'était quoi le sentiment de cohérence. Je pense que c'est venu intuitif, puis après ça, la science est venue renforcer l'approche. Donc, le photo-voix, approche artistique culturelle, c'est qu'on sentait intuitivement qu'il fallait faire participer les gens de façon plus positive. Puis on ne savait pas trop comment recruter les gens. Donc, on a dit, bien, par la photographie, c'est pas trop menaçant. C'est pas un groupe de soutien psychologique nécessairement. Puis, les gens ont été invités à faire partie d'un groupe. À chaque mois, ils avaient à aller prendre des photos avec leur iPhone ou n'importe quel appareil sur un thème donné. La nature. Je suis fière d'être méganticois, méganticoise parce que, 3 petits points. Puis là, on prenait des photos de la nature, par exemple. Puis à la fin du mois, les gens se rencontrent pour partager leurs photos qui leur parlent le plus. Puis évidemment, c'est là que la voix embarque. Les gens devaient expliquer pourquoi cette photo-là, qu'est-ce que ça évoque chez moi, pourquoi c'est ce que j'ai goût de vous partager. Donc là, vous voyez, on est dans de la réflexion ici, on est dans du partage, on est dans un pouvoir d'agir parce que c'est une ressource qui est disponible pour à peu près tout le monde. En tout cas, ça a pris de l'ampleur, cette histoire-là. On l'a fait 2 fois, mais il y a eu finalement, le groupe a décidé qu'ils étaient vraiment fiers de leurs photos. Ils ont décidé d'en faire une exposition collective, donc un partage à plus grande échelle. Ça s'est rendu même au Parlement avec Justin Trudeau, tout le kit. Donc, c'était vraiment une belle histoire, puis pourtant si simple, avec pas tant de ressources à investir. Une des participantes qui nous disait que pendant les rencontres, on pouvait exprimer notre tristesse, nos émotions ouvertement, parce qu'on était bien accueillis, sans critique. On n'était pas là pour parler de thérapie nécessairement. Elle dit au début, c'était assez émotif, mais au fil des rencontres, ce trop-plein s'est transformé en quelque chose de plus léger. Ça m'a fait un bien immense, ça a fait une grande différence. Récit de vie, comme je vous disais, je vais passer plus rapidement, mais on a eu quand même des différents projets où est-ce qu'on invitait les gens à nous dire « Viens pas me parler en termes de relation d'aide, viens me parler parce que moi, j'ai besoin de mieux comprendre, toi, comme expert, ce que tu as vécu, expert de ton terrain, comme personne comme méganticois, méganticoise, qui a vécu toutes sortes d'affaires, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu aimerais peut-être qu'on garde en mémoire puis qu'on communique peut-être à d'autres communautés qui seraient exposées à de telles crises? Donc, on a fait des récits de vie de cette sorte-là pendant la pandémie, puis l'autre plus en lien avec la tragédie. Puis cette synthèse-là des apprentissages qu'on a publiés aussi, je trouve que c'est vraiment de l'empowerment aux gens, de dire, regarde, les gens y arrivaient là, puis ils disaient, bon, tu planifie 10 minutes de rencontre, ça sera pas trop long. Puis à chaque fois, après 1 heure ou 2, écoute, je ne sais pas si tu avais d'autres choses, là, mais ça fait 2 heures qu'on parle. Puis, mon Dieu, je ne pensais pas que j'avais autant à dire parce que c'est par voie indirecte qu'on amène les gens à se raconter. Puis finalement, c'est rare qu'on fait l'exercice puis se rendait compte à quel point ça les aidait à prendre du recul puis à prendre un peu conscience du chemin parcouru. Je vais passer celui-là, mais Place éphémère, peut-être un de nos plus grands succès. C'est tellement si simple pourtant. Ça vient d'une idée qu'on a vue à Québec, je pense quartier Saint-Roch. Place éphémère, dans le fond, le concept, c'est simplicité absolue. On a un terrain qui est vacant ou en tout cas qui est mis à notre disposition
Et le but ici, c'est d'avoir des équipements de base, un petit barbecue qui peut traîner, 3-4 tables de pique-nique, un petit chapiteau peut-être qu'on peut déployer au besoin, des équipements sportifs, une petite scène portative. Puis l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que l'été progresse, là, nous, on fait surtout ça l'été à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. On finit ça à l'Halloween, c'est toujours mal fun. Ça devient un espace de réappropriation pour la population. T'sais, en gros, notre slogan, c'est « Viens prendre ta place ». Ça, c'est ta place. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Puis il y a comme quelque chose de beau qui s'organise, dans le sens, on peut faire une soirée plein air, cinéma popcorn, mais le popcorn, on ne l'achète pas. La maison des jeunes nous dit « Hey, on va apporter notre machine, ça va être le fun. » Puis l'épicerie va nous dire « On vous commandite ci, ça, ça. » Puis là, il y a une couple de jeunes qui vont préparer... tel agrément ou tel aspect, ou un musicien du coin qui dit « Je vais vous faire de la musique d'ambiance ». Donc, vous voyez, il y a comme quelque chose de beau par la simplicité que procure un espace. Puis vraiment, je vous le dis parce que pour les jeunes, ça s'applique très, très bien. La notion de résilience, un peu des communautés, puis de cohérence, passe beaucoup par l'espace physique. On s'est rendu compte que le virtuel, puis je pense qu'avec la pandémie, on l'a bien vu, répond pas à tous les besoins, puis de miser sur un espace de rassemblement physique, c'est vraiment, vraiment important pour le bien-être et la salutogénèse. Donc, moi, je suis convaincue que tout ce que je vous ai expliqué, ça a eu des bienfaits, mais on l'a aussi mesuré. On a demandé, c'est en 2018, vous direz, mais ça faisait déjà 2-3 ans qu'on avait mis en place tout ça. On a demandé aux Méganticois, Méganticoises, puis les gens ailleurs aussi au Granit, vous, là, dans la dernière année, qu'est-ce qui vous a aidé à vous sentir mieux? Puis, excusez, je pensais que j'avais une animation. Parmi tous les choix, on avait avoir pu parler à un travailleur psychosocial, avoir eu un recours, l'indemnisation d'un recours collectif. Bon, il y avait toutes sortes d'éléments très centrés là, sur la tragédie en tant que telle. Mais ce que les gens nommaient surtout, c'est de me sentir soutenue par mes proches, de vivre dans une communauté avec un climat d'entraide, de pouvoir participer à un projet individuel ou à des événements collectifs. Donc, les gens reconnaissent que c'est ça qui les a aidés le plus à aller bien. Donc, je me dis, on peut s'en inspirer. Et nos jeunes qu'on a sondés en janvier 2023, c'est un peu le même son de cloche qu'on a eu. Quand on leur demande qu'est-ce qui t'aiderait à aller le mieux dans les 12 prochains mois, c'est pas l'accès à un psychologue qui sort en premier, c'est de pouvoir faire plus de sport, plus d'activités de plein air, puis d'avoir des espaces un peu de chill room, détente à l'école ou dans les endroits publics. Donc, vous voyez, c'est incroyable parce qu'au bout du compte, c'est complètement 2 contextes différents, puis on arrive exactement aux mêmes conclusions. Donc, message clé, je vais m'arrêter là, mais de dire que dans un contexte, entre autres, de changement climatique, de complexité, de tension, je pense que c'est plate, mais il faut reconnaître que les crises sont appelées à être de plus en plus fréquentes, autant les grandes crises que les crises personnelles, c'est possible, et que ça peut affecter le bien-être de notre population. Que le sentiment de cohérence, c'est un peu une orientation, une posture ou un filtre qu'on va utiliser pour faire face au stress, à l'adversité. Donc, c'est très intéressant de vouloir le développer. Qu'à l'échelle des individus, ça passe beaucoup par donner du sens, sentir qu'on a un pouvoir d'agir et pouvoir avoir un espace de réflexion. À l'échelle des organisations, ça passe beaucoup par une approche humaine et des facteurs humains au travail et auprès de notre clientèle. Puis, à l'échelle un peu plus des communautés, c'est d'avoir vraiment cette concertation-là, cette cohérence-là entre les organisations et entre les différents paliers décisionnels. Donc, ça, si on réussit à viser un peu ces grandes cibles-là, je suis convaincue que notre société va juste s'emporter de plus en plus forte et grandie. Puis peut-être, dernière petite citation, moi, je trouve qu'il résume un petit peu ce qu'on peut avoir dit. C'est qu'on est beaucoup dans une société où on est porté à vouloir bien faire les choses, donc une société de performance. Et c'est vrai que de vouloir bien faire les choses, c'est un puissant moteur, mais celui de juste vouloir faire du bien est plus puissant encore. Donc, encore une fois, c'est la posture dans laquelle on se met pour se dire, au lieu de viser tout de suite un résultat, visons une façon de faire, une façon d'agir qui va tenter de procurer du bien immédiat aux personnes qu'on rencontre, qu'on dessert ou qu'on côtoie au quotidien. Donc, merci beaucoup. Pour cette présentation éclairante. Parlant d'éclaireur, vous l'avez compris en tout début de conférence, Dr Généreux vit une situation exceptionnelle. Elle va quitter dès la fin de la période de questions. Je vous invite donc à vous lever pour poser vos questions pendant ces 15 minutes qu'elle nous accorde.
Et la présentation qu'elle a offerte aujourd'hui, le support, le fichier PowerPoint va être mis à votre disposition après le symposium. Vous pourrez y avoir recours. Et je suis sûre que si vous voulez la trouver après aujourd'hui, vous pourrez le faire, soit sur le site de l'Université de Sherbrooke ou ailleurs, et vous pourrez ainsi communiquer avec elle. Mais pour aujourd'hui, vous avez 15 minutes pour pouvoir lui poser des questions, formuler des commentaires, essayer de faire ça de façon peut-être brève, de sorte qu'elle puisse répondre à plusieurs questions si vous le souhaitez. Alors, je vous invite à le faire. Puis, si en ligne, vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou écrire dans le clavardage. Et Jacinthe Ruel, qui nous aide avec l'animation de la rencontre, va pouvoir nous transmettre vos commentaires. Quelque chose à ajouter ou... J'ai dit docteur généreux, j'allais dire tu. Confusion des relations. Ah, mais non, mais tu, c'est quelque chose correct. À ajouter? Moi, ajouter? Non, je trouve que j'ai quand même pas mal enfilé de mots. Bien, je vous invite vraiment, là, si vous avez des questions ou Jacinthe, s'il y a quelque chose... Commentaire, merci, santé à votre... Merci. Peut-être, je me demandais dans les différents milieux dans lesquels vous œuvrez, si vous n'auriez pas un exemple, tu sais, vite, vite comme ça. Des fois, on ne le fait pas en se disant « je vais faire de la salutogenèse ». En fait, la plupart du temps, on ne le fait pas ou « je vais travailler le sentiment de cohérence ». Mais est-ce que vous avez des exemples peut-être à partager d'actions qu'après coup, quand on y pense, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que ça a fonctionné ou ça l'a misé un peu sur justement la réflexion, le pouvoir d'agir des jeunes ou du personnel? Oui. Peut-être commencer par vous nommer, aller au micro pour que les gens en ligne puissent vous entendre. Bonjour, Mélanie Marcellet au RECALD, le regroupement des organismes communautaires québécois de l'autodécrochage. Ben, dans le milieu communautaire, c'est quelque chose, c'est comme notre ADN, la réflexion collective, puis le pouvoir d'agir, prendre les personnes où est-ce qu'elles sont rendues, puis les accompagner. Parce que des fois, ben, où est-ce qu'on va arriver, c'est pas où est-ce que l'intervenante, on souhaiterait, là, avec des populations des fois plus marginalisées, avec des jeunes, quand ils arrivent, après ça, bon, ils décrochent de l'école, ou ils vont jusqu'en toxicomanie. Des fois, le chemin est beaucoup plus long et pénible, mais on part toujours de ce jeune-là, ses forces, puis c'est vraiment l'empowerment, c'est la clé pour travailler en individuel ou en petit groupe ou, comme vous l'avez bien dit, au niveau des communautés. Ah ben, merci beaucoup d'être là aussi dans les circonstances. Ah oui, ça me fait plaisir. Mais non, c'est effectivement, je trouve que tout ce qui est l'approche communautaire, là, au sens, pas juste agir dans les communautés, mais tout ce qui est fait par les intervenants et les organismes communautaires, c'est exceptionnel. Si vous voulez mon opinion, c'est plus que fondamental. Je comprends même pas pourquoi c'est pas plus reconnu. Mais en fait, je le comprends un peu parce que de laisser le pouvoir d'agir, puis un peu l'autodétermination, puis de dire, bien, le succès passe peut-être pas juste par des chiffres, puis des quantités de gens, puis des résultats mesurables, toujours au sens de reddition de comptes, si on veut, mais plus par une façon d'être, une façon d'agir qui se mesure peut-être moins bien, mais on le sait qu'on a fait la bonne affaire en le faisant comme ça. Donc, bref, je trouve ça dommage parce que c'est difficile de se vendre autant, puis c'est difficile. On est encore dans une culture où faire confiance à un milieu communautaire, dire, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais j'ai bien confiance que vous êtes que votre approche, votre processus est salutogénique, puis on vous donne carte blanche. Nous, l'équipe de proximité, c'est un peu une histoire conte de fées. Là. Nous, ils ont oublié de nous demander une reddition de compte. C'est bizarre, là, mais je pense que c'est comme arrivé dans un contexte un peu spécial, puis on a eu l'argent, puis ils nous ont fait confiance, puis après ça, on a quand même beaucoup fait parler c'est pour ça qu'on a fait quand même des bilans de ce qu'on fait sans que personne nous le demande, parce que je pense qu'on a tous une conscience de vouloir partager puis rendre des comptes de ce qu'on fait. Mais effectivement, moi, je crois beaucoup à ça, puis de faire confiance à tout ce savoir-là, puis cette façon de faire-là du communautaire, on gagnerait comme société à donner plus de pouvoir puis de valorisation au milieu communautaire. En tout cas, moi, vous l'avez à 2000 %. Madame? Je déteste parler au micro. Bonjour Mélissa, contente de te retrouver. Ginette Wiesner, Réseau Réussite Montréal.
C'est un clin d'œil que je voulais faire. J'étais contente de l'entendre de ta bouche aujourd'hui. En fait, tu connais un peu notre comité régional ado 12-20 ans à Montréal. Puis cette année, les adultes autour de la table virtuelle, donc j'ai une quarantaine de personnes assises autour de la table, puis on regarde un peu comment vivent nos ados à Montréal, puis quels enjeux ils vivent. Puis, ça fait 2 rencontres. Hey, je suis correcte, là, m'entendez-vous bien? J'ai ça. Oui. J'ai ça. Ça fait 2 rencontres. Tu es venu 2 fois au comité. Puis, cette année, les adultes, finalement, se rendent compte que, oui, on regarde, supposons, l'anxiété chez nos ados. On regarde leur motivation, leur engagement. Pour finalement, c'est comme un miroir de dire, bien, finalement, nous autres, les adultes, on va pas si tant mieux. On n'est pas plus ben motivés. Donc, je pense que ton intervention d'appeler aux directions, soit d'établissement ou organisationnelles, de prendre le temps de faire attention aux équipes de travail qui travaillent auprès des jeunes, je pense que c'est hyper important. Fait que je voulais juste le nommer. Bravo, puis merci. Fait que c'est un petit commentaire. Ah, ben merci. C'est toujours plus délicat. Hein? La bonne nouvelle, je me dis, c'est un petit pas après l'autre, là, mais de reconnaître qu'il y a de la place à promouvoir le bien-être, la bienveillance, la cohérence à l'échelle des individus, puis d'avoir de l'espace pour de la programmation, c'est déjà, je trouve, un gain par rapport à il y a peut-être 5-10 ans, où est-ce que... En tout cas, moi, j'entendais beaucoup ça dans d'autres secteurs que celui de la santé, dire, ben si c'est pour la santé, c'est pas à nous à le faire. Là, je pense que tout le monde a comme compris qu'on pour le bien-être, c'est complexe, puis on a tous un rôle à jouer. Mais il faut juste pas tomber dans le piège de un peu donner le fardeau aux gens de tout faire. Puis la cohérence, c'est vraiment un mot parlant. Avoir une cohérence interne. Puis si c'est si important, bien, faisons-le entre nous aussi. Puis ça peut aller jusqu'à être cohérent dans notre façon de nous-mêmes, de gérer notre agenda. Puis, je suis vraiment cordonnier, mal chaussé au bout du compte. Là, je me regarde des fois aller et me dis, mais être capable de... Mon équipe de proximité, par exemple, sont exceptionnels, de dire, écoute, ça sert-tu vraiment à quelque chose qu'on finisse la rencontre? On le voit bien là, que, je sais pas, tu files pas. Ou moi, regarde, va t'occuper de tes affaires, tu n'as pas l'esprit, puis on se reverra tantôt, c'est pas grave. Être capable d'avoir une cohérence de discours puis d'action dans ce qu'on fait, comment on interagit entre nous, puis ça peut vraiment faire une différence. C'est pour ça que le bien-être, la santé mentale, ça se construit à chaque regard, à chaque interaction, à chaque communication. Puis sans ça, des fois, je me demande si on ne peut pas avoir même un effet pervers, parce que si on a, par exemple, un groupe de jeunes hyper mobilisés pour un projet, puis là, qui s'approprient ça, puis que là, pouf, il y a une genre de communication de la direction qui descend, qui vient comme... C'est un peu comme mon affaire de Noël de tantôt. Tu fais, hey, OK, moi, je suis le dindon de la farce. Vous comprenez? Alors, ça peut presque, à la limite, avoir un effet négatif ou très désengageant. Donc, c'est là où le plus gros du travail est. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même de plus en plus, je trouve, d'instances qui sont intéressées, engagées, puis que souvent, c'est le contexte de crise. Les crises, c'est poche, là, mais en même temps, ça fait bouger les sociétés. Quand on est un peu au pied du mur, puis on voit la limite là, de nos approches actuelles, ça nous oblige à être un peu plus créatifs, sortir des sentiers battus. Donc, moi, je sens qu'il y a quand même un terrain propice là, pour sortir des mots comme salutogénèse, par exemple. Et en passant, je veux quand même dire que les gens ne le savent pas beaucoup, mais pendant la pandémie, il y avait Lionel Carman, à un moment donné, qui est son conseiller, puis tout le monde tripait sur le concept de salutogénèse, sentiment de cohérence. Donc, c'est un petit peu sur la base de ça que le réseau d'éclaireurs a vu le jour. Qui est, bon, une histoire à quand même un gros projet. Mais tout ça pour dire que le réseau d'éclaireurs en santé psychologique, inspiré de tous les concepts dont on a parlé aujourd'hui, puis inspiré de l'approche à lac mégantic, le premier ministre du Québec devait présenter aux autres premiers ministres, je ne me rappelle plus dans quelle structure des autres provinces, une bonne initiative en santé psychologique au Québec. Puis c'est cette initiative-là qu'ils ont décidé de présenter. Il y a un podcast là-dessus, tout le kit. Puis on va même jusqu'à parler de la salutogénèse et du sentiment de cohérence puis d'approche positive. Donc j'ai fait, il y a quand même du beau chemin de parcouru, là, je trouve. Peut-être quelques mots sur ce réseau-là des éclaireurs? Ben oui, puis ça, en fait, c'est un petit peu comme on parlait de l'approche communautaire, le réseau des éclaireurs. Ça a commencé un petit peu raide parce qu'il y a eu de l'argent qui a été dégagé. Puis là, il fallait, le gouvernement voulait avoir un cadre, si on veut, là, pour que l'argent soit attaché avec un certain cadre. Donc, ça a comme sorti un petit peu raide au début parce que l'esprit derrière cet argent-là, c'est justement de donner
des ressources de l'espace aux ressources existantes ou en force, puis renforcer ce qui est déjà en place dans chacun des territoires pour avoir un peu des équipes dédiées qui vont travailler à la santé psychologique. Je tourne les coins ronds, mais l'esprit, c'était ça un peu. Puis, finalement, c'est en train de se déployer comme ça maintenant, là, dans le sens que là, ils ont un peu assoupli le cadre. Puis, selon les territoires, comme par exemple en Estrie, on a 9 réseaux locaux de services, donc on a 9 réseaux d'éclaireurs. Puis, dans chacun des 9, c'est 9 formules différentes. Si je prends l'exemple de Mégantic, bien, on a identifié les éclaireurs, c'est des gens qui sont dans la communauté, ça peut être une commis d'épicerie, une réceptionniste de l'aréna du coin, ça peut être une professeure, employé service de garde, quelqu'un du réseau de la santé, peu importe, qui a le goût d'être un petit peu plus outillé pour être meilleur à soutenir ses proches, les gens qu'elle côtoie. Donc, on leur donne une formation en premier secours psychologique pour être capable de donner une suite à la fameuse question « Comment ça va? » Quand quelqu'un dit « Ça va pas », les gens figent un petit peu d'habitude. Donc là, on essaie d'outiller sur comment accompagner, c'est quoi les signaux d'alerte, c'est quoi les organismes où est-ce qu'on peut référencer si ça va pas bien. Mais on les amène aussi dans une approche plus positive, puis de voir des opportunités dans la communauté de créer du bien, de créer du bien-être. Donc, chacun, comme je vous dis, des réseaux est un petit peu différent, mais on est en train d'avoir un effet multiplicatif. Des fois, c'est un peu plus le réseau communautaire qui le prend en charge, des fois un peu plus la santé, des fois les deux. Donc, renseignez-vous. Là, ce qui est certain, c'est que dans chacun des territoires au Québec, on a ce réseau-là qui est en train de se déployer. Ah! Quelqu'un l'a trouvé. Voilà. Ah, mon Dieu! Réseau des éclaireurs, ben oui. Bon, ben oui, c'est une petite fiche, je me rappelle, parce qu'au début, j'étais impliquée là-dedans. C'était une histoire un peu conte de fées, ça aussi, parce que, je vous le dis, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est quand on documente une situation d'un point de vue quantitatif, une problématique, puis qu'on a des solutions qui viennent de la base, c'est toujours gagnant, parce que ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est qu'à un moment donné, on s'est mis à documenter les impacts psychologiques, puis là, ben, l'équipe à Lionel Carman m'ont contacté pour dire... Bien là, mon Dieu, c'est un peu inquiétant, vos trucs et tout ça. Puis il dit, on a vu qu'à Mégantic, vous aviez fait vous avez tiré des apprentissages. T'sais. Donc, la question qui tue, si tu avais des ressources, comment on pourrait aider, s'inspirer de Lac Mégantic pour l'échelle du Québec? Donc, je m'étais déjà préparée mentalement si un jour quelqu'un me posait la question, ce que je répondrais. Je dis 250 000 à Lac Mégantic pour avoir une équipe de proximité dédiée. Si on applique ça fois 100 MRC, ça fait 25 millions. Qui ont dit 25 millions en promotion de la santé au Québec, c'est quelque chose. Puis finalement, il est arrivé une tragédie là, dans le Vieux-Québec à l'Halloween il y a 2 ans, là, vous vous en rappellerez. Puis à la suite de ça, ça a comme un peu ravivé la question de la santé mentale, de l'approche en communauté. Et ils m'ont appelé pour me dire, le 2 novembre, lundi, je m'en rappellerai toujours, ils ont dit, regarde les nouvelles, tu vas être contente. Puis finalement, c'est là qu'ils annonçaient qu'on allait mettre sur pied un réseau d'éclaireurs en santé psychologique. Je vous dis ça parce que ça, c'était la bonne nouvelle. C'est un peu conte de fées, dire, mon Dieu, moi, c'était mon rêve le plus fou. Mais où est-ce que j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile, c'est comment ça s'est ancré. Sur le coup, ça a été très rapide, un peu comme vu du milieu communautaire comme quelque chose qu'on imposait alors que c'était pas ça du tout l'esprit. Puis là, je pense que là, c'est en train de s'enraciner en fonction des différentes dynamiques dans chacun des territoires. Mais je pense que le milieu scolaire n'est pas nécessairement toujours autant investi qu'il le pourrait, ou je ne sais pas s'ils font toujours partie du projet, donc ça peut être intéressant aussi de s'enquérir de où est-ce qu'ils sont rendus dans votre territoire. Parlant du milieu scolaire, j'ai appris avec bonheur récemment que Dr Généreux est associé au nouvel observatoire sur la santé mentale en enseignement supérieur. C'est quelque chose qui vient d'être créé et donc tout ce savoir-là, cette expérience-là va pouvoir servir aussi à vraiment travailler afin d'améliorer la santé mentale chez les jeunes qui fréquentent l'ordre collégial ou l'ordre universitaire. Merci infiniment pour cette présentation. J'ai l'impression qu'on construit pierre par pierre un édifice aujourd'hui. Vous êtes là depuis le début de la journée. Je pense que ce qu'on a entendu à la conférence d'ouverture et dans les autres conférences qui ont suivi fait beaucoup de sens. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour ta présence aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir.